Bonjour René. Bonjour. Comment vous décrivez-vous en 3 mots? Auteur, réalisateur, écrivain. Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à être réalisateur et scénariste? Voilà, c'est un parcours compliqué en fait, comme souvent d'ailleurs les parcours. J'ai commencé par le dessin animé. En fait, j'ai fait les beaux-arts. Donc je me destinais plutôt à la peinture, mais j'avais le goût du théâtre aussi, donc le théâtre m'a ramené au texte, à l'écrit, et du coup je me suis mis à raconter des histoires par écrit, sous forme de roman un peu au début, et j'ai appris progressivement à simplifier les choses pour faire des scénarios, et les scénarios m'ont amené à faire des films, et les films aujourd'hui me ramènent à faire des romans. Intéressant. On vous doit tout d'abord le passage et 3615 Code Père Noël, lesquels retiennent l'attention de Kathleen Kennedy, la productrice de Steven Spielberg. Hollywood vous tend alors les bras. Pouvez-vous nous parler de vos débuts à Los Angeles? Arrivé pour y rester 4 mois en fait, en me disant que j'allais être le parfum du mois et que en gros, au bout de 4 mois, j'allais rentrer chez moi. Je suis venu en fait pour vendre un film et c'est l'inverse qui s'est passé, c'est le film qui m'a vendu. Du coup, je suis resté, au lieu de 4 mois, je suis resté 10 ans. C'est comme ça, un accident, un travail qui en entraîne un autre. Et puis d'un coup, on se rend compte qu'il faut déménager, qu'il faut trouver une maison. Voilà. Mais dans Movies, il y a Move. Hein. Donc il ne faut pas s'étonner de bouger. Et à la télévision américaine, vous signez la réalisation de plusieurs séries, d'épisodes de séries en fait, tels que Le Voyageur, Highlander, Band of Brothers, et puis Les Aventures de Indiana Jones. Quel accueil ce genre de série reçoit-il aux États-Unis? Et parlons plus précisément de la série Les Aventures de Indiana Jones. Une chance formidable en fait de travailler pour Steven Spielberg et George Lucas. C'est d'un coup la possibilité de rentrer dans leur mythe, dans leur héros mythique, et puis d'essayer de travailler avec en fait. Donc on vous donne un train électrique et vous amusez avec. Beaucoup d'exigences de leur part, donc beaucoup d'attentes, donc beaucoup de pression aussi, mais une grande liberté artistique, dans la mesure où eux-mêmes sont des artistes et donc comprennent que la meilleure façon de pouvoir tirer parti d'un artiste, c'est finalement de le laisser travailler, de le laisser faire son petit truc. Et après, il est toujours temps de réorienter les choses si on trouve qu'on n'est pas dans la ligne. Mais en tout cas, la ligne est claire, voilà, parce que le personnage Indiana Jones existait déjà sur 3 films, donc on savait aussi dans quel domaine on travaillait. La série était différente dans la mesure où pour George Lucas notamment, elle était plus didactique. En fait, c'était une série éducative pour lui. Il se servait du personnage d'Indiana Jones pour raconter l'histoire en fait aux petits Américains qui ne la connaissaient pas forcément. Je veux dire l'histoire du monde, pas l'histoire des États-Unis. Oui. The rest of the world. Voilà. Oui, parce qu'en fait Indiana Jones était un personnage qui... Voilà, il a rencontré tous les gens célèbres en fait. Des personnages historiques, et du coup à travers lui, on faisait connaissance avec ces personnages. Que ce soit moi j'ai fait par exemple la guerre de 14, Verdun, où Indiana Jones est courrier, et il transporte les ordres entre le château où sont les généraux et le front, où il y a une guerre de tranchées. Donc c'est un film sur la guerre, l'atrocité de la guerre, la stupidité de la guerre. Et puis un autre où par exemple il rencontre Picasso alors qu'il a 9 ans, et donc il vit une folle nuit avec Picasso, Braque et 2 gars dans le Paris du début du siècle dernier. Donc là c'est sur la peinture, sur l'art, sur aussi comment on doit tuer son maître pour devenir soi-même un maître. C'est-à-dire Picasso doit tuer 2 gars pour pouvoir devenir Picasso, par exemple. Donc c'est la peinture et puis
le mentor qu'il faut affronter à un moment donné si on veut devenir soi-même. Voilà. Cette série a vraiment reçu un bon accueil. Oui, très bon accueil. Il y a eu 4 saisons. Moi, j'étais sur la première saison, hein, donc j'ai pas fait tout derrière l'aventure. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait que des metteurs en scène de cinéma en fait, aux commandes. C'était une exigence de Lucas, donc, et en fait, aucun metteur en scène américain. Il voulait travailler qu'avec finalement des réalisateurs des pays qu'il allait traverser. Voilà. Moi, j'étais français, quoi. Le cinéma a-t-il toujours été une passion pour vous? Quel genre de cinéma défendez-vous? Le cinéma qui fait rêver et réfléchir. C'est-à-dire, moi, j'aime pas au cinéma les brainwash, les films où on va et on balance des images et en fait, on ne sait pas ce qu'on a vu. Qui est pure entertainment, ça, j'aime pas. J'aime pas non plus les films que j'appelle intelligents. C'est-à-dire où d'un coup c'est tellement rébarbatif, tellement nombriliste, que d'un coup je m'y retrouve pas, je m'ennuie. Donc je n'aime pas m'ennuyer et je n'aime pas qu'on me prenne pour un abruti qu'il faut absolument gaver de pop-corn à l'écran aussi. J'aime bien les deux, j'aime que le rêve serve à réfléchir. J'ai toujours aimé allier la réflexion à la distraction. Je ne peux pas me passer de l'un. Soit si c'est purement distractif, ça m'ennuie, et si d'un coup c'est purement réfléchi, ça m'ennuie. J'ai besoin des deux. C'est comme un médicament un peu. Hein. Il y a une partie sucrée, qui est le entertainment, et à l'intérieur, normalement, il y a quelque chose qui aide à vivre, qui aide à réfléchir, qui aide à... Voilà. C'est un peu ça. Et éveiller aussi les émotions? Oui, très important. Émotion, ouais, émotion. Ouais. Action, émotion. Si vous deviez émettre une critique sur la production cinématographique aux États-Unis, quelle serait-elle? C'est-à-dire que maintenant, enfin c'est pas une critique, c'est juste un constat. Elle s'oriente, la production, disons, la grosse production industrielle, disons, américaine s'oriente vers le Luna Park. En fait, ils font des films un peu comme ils font des attractions dans les parcs. Tous les grosses productions s'orientent vers ça, c'est-à-dire donner du rêve aux gens de entertainment. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que ça crée forcément un autre cinéma parallèle qui est plus underground, plus cinéma d'auteur, avec des choses intéressantes. C'est-à-dire que, contrairement à chez nous, où forcément le cinéma d'auteur peut rimer avec cinéma ennuyeux, leur cinéma d'auteur garde une part de spectacle, malgré tout. Et donc, est très intéressant. Voilà. Et sinon, il y a la télévision là-bas qui est une source vive de talent. Les auteurs, finalement, quittent le cinéma et vont à la télévision parce que dans les séries, ils arrivent à s'exprimer bien mieux qu'ils ne peuvent le faire au cinéma. Vous qui avez une grande expérience dans le cinéma à Hollywood, pourquoi avoir voulu écrire un roman par la suite? Pour moi, c'est la plus directe façon de raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune barrière entre celui qui raconte et celui à qui on raconte. Au cinéma ou à la télévision, il y a ce que moi j'appelle un peu le cirque Pinder. Enfin, il y a énormément de filtres de gens entre vous et le public. Avant que vous arriviez à toucher le public, il y a tellement de filtres avec un livre, il n'y a pas de filtre. Il y a le papier, il y a vous, l'éditeur. Si vous avez un bon éditeur, il vous laisse raconter l'histoire que vous voulez raconter. Et donc, il y a une liberté totale qui n'existe pas à moins d'être son propre producteur au cinéma. Si vous êtes votre propre producteur, à ce moment-là, vous avez cette liberté parce que vous la payez, la liberté. Mais si vous travaillez pour quelqu'un, à ce moment-là, vous rentrez dans toute une suite de concessions à faire ou à ne pas faire qui vont finalement altérer la qualité de l'œuvre à l'arrivée et de l'histoire que vous voulez raconter. Si à l'arrivée vous racontez la même histoire que vous vouliez raconter au début, vous êtes très fort. Dans Les âmes rivales, sorti en 2012, on plonge dans l'Amérique de New York des années 80
et de la ville d'aujourd'hui, Ouais. à Brooklyn, à Manhattan et aussi un peu en Louisiane. Est-ce l'Amérique que vous représentez? Ben, en fait, c'est une Amérique, dans les armes rivales, c'est une Amérique rêvée, c'est-à-dire c'était l'Amérique avant que j'y aille. J'ai fait longtemps un rêve récurrent quand j'étais enfant, avec des décors d'endroits où j'avais jamais mis les pieds. Et en fait, ce rêve m'a poursuivi et il n'y avait personne. Hein. C'était des décors vides, comme une espèce de ville fantôme. Dedans, il y avait le Luna Park de Coney Island, que j'ai appris après à reconnaître comme étant celui de Coney Island. Il y avait la vue de l'appartement d'un de mes personnages sur le Manhattan Bridge, rue de Washington. Il y avait des décors comme ça et d'un coup, un jour, je me suis dit, j'ai essayé d'ailleurs d'en faire des films sans jamais vraiment pouvoir parce que je sais pas, ça m'inspirait pas. Et un jour, mon épouse m'a dit, mais pourquoi tu... Parce que je cherche, je dis, j'en ai marre, il faut que j'écrive un livre, j'en ai marre des films et tout ça, il faut que j'écrive un livre. Elle m'a dit, pourquoi tu racontes pas justement une histoire autour de ces décors? Ça arrêtera peut-être de faire le rêve. Tu vois. Si d'un coup tu peuples les décors de personnages, tu racontes une histoire qui les relie et tu donnes un sens à ce qui apparemment n'en a pas. Et c'est là donc, que j'ai écrit Les âmes rivales, dans lequel il y a tous les décors du roman sont les décors que je voyais dans ce rêve récurrent. Voilà. Et les personnages sont des personnages inventés, puisqu'il n'y avait pas de... Tout le décor, le nom des rues... Oui, le nom des rues. Donc après, après une fois avoir écrit le roman, on a fait un truc ensemble fantastique, qui est en fait d'aller sur les lieux dans lesquels je n'avais jamais été, pour voir et comparer. C'est-à-dire que d'un coup, par photo, j'avais retrouvé que le Luna Park, c'était comme un Highland. Parce que d'un coup je reconnaissais, j'ai dit ah mais c'est ça le Luna Park, c'est où ça? C'est à New York. Et ça c'est où ça? C'est à New York. Ah c'est Brooklyn. Et du coup on est allé voir le décor et d'un coup j'ai eu l'impression d'être projeté dans mon rêve. Une sensation incroyable avec le numéro de la rue qui existait, qui était à l'angle d'où il y avait la vue sur le Manhattan Bridge, avec le petit parc où il faisait pisser son chien. Enfin bon. C'était incroyable. Il y avait juste un décor qui n'existait pas, c'était le délit. À un moment donné, ils vont manger dans un délit dans le quartier, et en fait, dans ce quartier, il n'y a pas de délit. Heureusement, parce que sinon, d'un coup, c'était absurde de se dire, c'est pareil. Et mon épouse se marrait parce que quand on est arrivé à l'endroit où habitait le personnage principal, il y avait les travaux. Je dis, mais il n'y a pas de travaux normalement. Il n'y a pas de travaux normalement. Donc c'est ce genre de choses. C'est étrange. Et du coup, le roman a cette base-là, en fait, une base onirique, en fait, une base irréelle, même si ça se passe de manière très concrète dans un monde d'aujourd'hui. Parlons un peu de Jahal, l'Amérindien. Ouais, c'est un des personnages du roman. C'est un personnage en fait qui, au moment où le roman commence, est à l'état de fantôme. C'est-à-dire c'est un personnage qui hante une petite fille depuis qu'elle est toute petite. Et elle ne sait pas pourquoi, elle a un ami imaginaire, et cet ami, en fait, il n'y a qu'elle qui peut le voir. Et progressivement, en grandissant, elle s'aperçoit que cet ami devient de plus en plus possessif avec elle, et n'accepte pas qu'elle ait elle-même des amis, etc. Et jusqu'au jour où ça va tellement loin que chaque fois qu'elle approche quelqu'un ou qu'elle a une relation avec quelqu'un, ce personnage finit par avoir un accident. Bon. Et donc elle commence à être terrifiée par ce Jahal, et elle finit par trouver protection auprès d'un prêtre, qui est le prêtre de sa paroisse, pour parler à quelqu'un parce qu'elle ne peut pas en parler à ses parents. On la prenne pour une folle, donc elle va au confessionnal et elle parle à ce prêtre et elle essaie de lui confier son secret. Et le prêtre n'arrive pas à trouver les mots, se dit que cette fille a des problèmes, pense qu'il vaut mieux qu'elle voie peut-être un psychiatre, et il passe complètement à côté. Et en même temps, ce personnage du prêtre va être témoin de certaines choses
qui font que progressivement, il va devenir une espèce de protecteur de cette jeune fille qui donc a grandi maintenant et essayer toute sa vie de le protéger de ce dont il est persuadé maintenant être un être maléfique, en tout cas qui lui veut du mal et qui ne supporte pas de rival, qui fait tout pour l'isoler et la garder pour lui. Votre nouveau roman, celui dont le nom est plus, un thriller surnaturel, est sorti le 26 mai 2014 aux éditions Perrault et en e-book aux éditions de l'Épée. Ouais. Pensez-vous déjà au troisième livre? Oui, bien sûr. En fait, en général, dès qu'un livre est fini, en fait, il y a quelque chose qui se passe où d'un coup les choses sont vraiment terminées. Alors bien sûr, après il y a la promotion du livre, etc. Mais on est déjà ailleurs, on est déjà dans un autre univers. Mais c'est la maturation du livre, c'est pas le sujet, je ne sais pas encore ce qui va se passer, c'est des émotions qu'on engrange. Pourquoi la mort et le surnaturel sont omniprésents dans vos romans? Je sais pas, c'est un thème qui me hante en fait depuis petit. J'ai du mal à accepter la mort comme étant une barrière infranchissable, disons surtout dans l'autre sens. J'accepte assez qu'on puisse mourir, mais j'ai du mal à accepter qu'on ne puisse pas revenir. Et donc, si vous voulez, c'est un thème qui m'obsède, c'est-à-dire l'idée que l'amour ne puisse pas être plus fort que la mort, qu'on puisse accepter le deuil comme une convalescence dont on se remet. Pour moi, je n'arrive pas à l'accepter. Je pense qu'un deuil est quelque chose qu'on finit par accepter, mais dont on ne guérit pas forcément. Ouais. Et donc, ces blessures, à ce moment-là, produisent forcément des émotions, des comportements, et après on doit les transformer en quelque chose de positif, mais il y a un vrai travail à faire. On dit toujours faire son deuil, mais en fait c'est pas faire son deuil qu'on fait, c'est trouver finalement une façon de survivre à cette épreuve et surtout à accepter l'inacceptable qui est la séparation entre des gens qui s'aiment. Donc ça pour moi c'est un thème majeur et qui revient d'une manière ou d'une autre parce que j'ai pas trouvé la réponse. Et en fait les romans, je les écris pour répondre à des questions, c'est-à-dire des questions sans réponse. À partir du moment où j'ai une question sans réponse, je demande à mes personnages d'y répondre dans le livre. Et du coup, ça satisfait, disons, fait baisser la pression, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait une autre question sans réponse qui se pose de nouveau. Et à ce moment-là, le processus se met en marche. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas la question sans réponse, même si j'ai un endroit. Donc ça va pas bien loin, pour l'instant. Qu'aimez-vous que les lecteurs gardent en mémoire après avoir lu vos livres? Les émotions qu'ils ont ressenties, en fait. Un livre, pour moi, c'est une relation intime, c'est une conversation intime entre deux jardins secrets. De jardin secret à jardin secret, c'est-à-dire ni le lecteur ne connaît le mien complètement, ni moi, et moi je ne peux qu'imaginer le sien, en fait, puisque je ne sais pas qui lit. Mais le lecteur a des indices à travers de ce que j'écris, et ce que j'écris, normalement, est là pour exciter son imaginaire. Et je lui demande de co-réaliser le film. Je lui raconte un truc et c'est lui qui visualise, donc c'est lui qui met en scène l'histoire. Et ça, là-dessus, il y a un petit avantage par rapport au film, puisque quand je fais un film, j'impose mon imaginaire en fait à mes spectateurs. Oui. Voilà. Là, le lecteur, il a un petit effort. Non, c'est pas un effort, au contraire, il a un espace de liberté plus important. Voilà. Parlez-nous de vos projets. J'ai des projets qui sont internationaux, qui ne sont pas en France. Le fait que j'ai eu ce parcours moitié-moitié, 10 ans aux États-Unis, forcément ça modifie ma façon à la fois de mes envies. La notion de marché pour moi est un truc complètement abstrait. Par contre, les gens, la culture, j'ai les deux cultures. Je peux parler un petit peu à différentes cultures. En plus, ma mère est d'une autre, donc
sud-américaine. À ce moment-là, il y a tout l'hispanique en moi qui est là. Et donc ça permet finalement de ne pas se limiter, de se dire, il y a des tas de pays, en Europe il y a beaucoup de pays, là je suis en train d'écrire une série en fait d'anticipation, que j'écris en anglais parce que c'est un peu la langue, disons, que la langue de travail de l'Europe. Mais il y a des Russes, il y a des Polonais, il y a des Français pour l'instant qui sont impliqués. Et c'est une série en fait que j'écris complètement sur 8 épisodes de 52 minutes. Et dans ces formats, je retrouve finalement la liberté d'écriture et aussi le souffle qu'on peut avoir dans un roman. Parce que quand on écrit un film, bon, c'est 1h30, c'est assez condensé. Dans un roman, là, ça peut faire, c'est du 6 heures, quoi. On n'est pas sur 1h30, on est du 6 à 8 heures. Et là, on peut raconter des choses plus en profondeur, surtout on peut explorer les personnages de manière plus intime. Et beaucoup de gens, c'est ça qu'ils aiment dans les séries, c'est les personnages, c'est pas savoir qui a tué, ou s'en fout un petit peu. Ouais. C'est la personnalité de celui qui a tué, ou la personnalité de la victime. Sa vie, c'est quoi sa vie? C'est pas de savoir combien de coups de couteau elle a reçu, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. En fait, je crois que les gens s'intéressent plus à ce qu'il y a sous l'iceberg qu'à la petite partie qu'on voit émerger. Merci René Manzor. Merci à vous.